Bonjour à tous, il est 12h32 dans le ZCL en direct de RHT. On vous salue, vous qui êtes en Guadeloupe, en Martinique, en France, en Guyane, partout où vous nous regardez. Nous sommes contents d'être avec vous et nous pensons que c'est idem. Hier, elle n'était pas là, elle est de revenue. Bonjour. De retour, merci Daniel, bonjour. Bonjour Mendy. Aujourd'hui, on va parler d'esclavage, révolution industrielle et apocalypse climatique, puisque c'est le thème d'un colloque qui va commencer ce jeudi. J'ai un invité qui est avec nous, M. Galita. Bonjour. Bonjour. On va en parler tout à l'heure. Plus tard, on va parler de cinéma, puisque vous savez qu'il va y avoir un nouveau complexe, un premier complexe cinématographique aux Abîmes. Christelle Théophile, numéro 2, pas l'autre, sera avec nous un peu plus tard. Et puis, nos chroniques habituelles ABC Entreprises avec notre amie Emeline Adimar. Et bien sûr, on va terminer en voyage, comme d'habitude tous les mardis, avec notre amie Elisabeth Adélaïde. Voilà donc un petit peu le sommaire des talks de nos invités. Mais pour l'actualité, c'est Mendy. Bonjour. Merci à vous qui nous écoutez sur RHT, qui nous suivez donc en direct du ZCL.tv et de Canal 10. Voyons donc ce qui fait l'actualité en ce mardi 23 mai. Et dans le cadre du lancement des travaux de construction de son futur port multi-activités, la ville de Petit-Bourg a invité donc les administrés à une grande réunion publique qui a donc eu lieu vendredi 19 mai. Ça s'est passé donc au port de pêche de la Vinaigrerie. Et une opération de prévention routière a été menée par l'escadron départemental de sécurité routière de Guadeloupe. Cette action d'il y a quelques jours s'adressait aux motards de Guadeloupe volontaires. Et enfin, le Mai des Mémoires revient pour une nouvelle édition aux Abîmes. Cette manifestation qui commémore notre histoire autour de l'esclavage est devenue donc un événement incontournable pour notre devoir de mémoire dans la ville donc des Abîmes. Voilà donc pour les titres donc de ce mardi 23 mai. Merci Mendy, qu'on va retrouver tout à l'heure pour le développement de l'actualité. Je vous l'ai dit, ce sera le 25 jeudi, on va commencer une série de conférences débats. Une thématique toute particulière et qui nous intéresse particulièrement. Esclavage, nous sommes à la période de lutte contre l'esclavage, abolition entre guillemets, etc. Esclavage, révolution industrielle et apocalypse climatique. Et pour cela, nous avons invité José Galita, qui est membre influent de Agapé. Bonjour. Bonjour. Rappelez rapidement ce qu'est Agapé pour les gens qui ne savent pas. Alors, Agapé Guadeloupe est une association qui cherche à éveiller les consciences, on va dire, qui cherche à faire un travail citoyen, c'est-à-dire nous intéressons à tout ce qui concerne le vivre ensemble. Nous pensons qu'il ne suffit pas d'être spectateur de la société, mais il faut prendre sa part. Et nous avons une inspiration chrétienne qui fait que nous sommes sur la question de l'amour du prochain. Nous pensons que aimer son prochain, ce n'est pas simplement prier pour lui, ce n'est pas simplement parler, mais c'est aussi agir. C'est-à-dire, c'est faire des choses concrètes. C'est-à-dire, finalement, si on voit quelqu'un qui a faim, il faut lui donner à manger. Oui, bien sûr. Alors, régulièrement, je crois qu'Agapé Guadeloupe a pris l'habitude de ces colloques, de ces rencontres avec le public. L'année dernière, je crois qu'il y avait déjà un premier ou un second style. Alors, c'était le premier, c'était christianisme, esclavage, liberté et mémoire. Tout à fait, l'année dernière. Cette année, on reste dans une thématique liée à la période, je le disais, les esclaves énergétiques. Alors, quand on entend ça, quelqu'un se dit, mais qu'est-ce que c'est ces esclaves énergétiques, puisque l'esclavage a été soi-disant aboli au 19e siècle. Au début, il y a une révolution industrielle qui a commencé en Angleterre. Et puis, en lisant l'ouvrage de Jean-François Mouot, que je ne connaissais pas, que je découvre et qui sera votre invité, on s'aperçoit qu'en fin de compte, les esclaves humains ont disparu. À la place, il y a des esclaves énergétiques. C'est bien ça? C'est ça. Les esclaves énergétiques, en fait, ce sont des machines. Oui. Nous avons tous à notre disposition un certain nombre d'esclaves qui sont des machines. Oui. Et Jean-François Moua a calculé que chacun d'entre nous, nous disposons d'une centaine d'esclaves, en fait, à notre disposition, que sont toutes les machines que nous utilisons, la machine à laver, la voiture, etc. Ce sont des esclaves énergétiques. Et ces esclaves, en fait, sont le fruit de la révolution industrielle. Et cette révolution industrielle, en fait, a calculé qu'il était beaucoup plus rentable d'utiliser des machines que des hommes.
Alors, ça signifie, M. Galita, que l'abolition de l'esclavage, je mets toujours des guillemets quand je dis abolition, a été le fait d'une contrainte. On n'avait pas tellement le choix. Si on voulait faire la révolution industrielle, il fallait arrêter l'utilisation des esclaves humains et passer à une autre phase. C'est ça, les esclaves humains coûtent cher, même s'ils ne coûtent pas grand-chose, mais ils coûtent cher par rapport à des machines. Alors, l'auteur ne dit pas que la seule raison de l'abolition... L'une des raisons, on va dire. Voilà, mais c'est l'une des raisons. Il ne met pas de côté les luttes pour l'abolition, il ne met pas de côté, en fait, toutes les bonnes consciences qui ont lutté, mais il dit aussi que, en fait, s'il n'y avait pas eu de façon simultanée cette révolution industrielle, on n'aurait jamais finalement trouvé nécessaire d'abolir l'esclavage. Donc il y a un calcul économique qui fait que les esclaves deviennent non rentables et on préfère effectivement abolir plutôt que maintenir. Et d'ailleurs on a l'exemple avec les États-Unis. On a eu une guerre entre le Sud et le Nord. Le Sud utilisait en fait la main-d'œuvre des esclaves et le Nord était beaucoup plus industrialisé. Et développé. Et beaucoup plus développé. Et donc le Nord trouvait son intérêt à l'abolition alors que le Sud ne l'y trouvait pas. Oui, et donc et aujourd'hui, alors les esclaves humains, ils n'existent plus théoriquement, mais quel est le rapport entre ces esclaves énergétiques et les esclaves humains? Est-ce qu'il y en a toujours? Ce qu'on peut dire, c'est que l'esclavage a été aboli sous une forme, là où ce n'était pas rentable. Mais cela reste rentable dans les pays pauvres. C'est-à-dire que la main-d'œuvre qu'on utilise dans les pays pauvres est encore quelque chose de rentable. On n'a pas de machine, vous voulez dire qu'on n'a pas les moyens d'une révolution industrielle ou de machine, on utilise encore l'humain. On continue à utiliser l'humain. C'est-à-dire que, en fait, dans le rêve au départ, par exemple, Aristote disait que si on avait des machines pour remplacer les hommes, il n'y aurait plus d'esclavage. Parce qu'à l'époque, dans l'Antiquité, l'esclavage ne concernait pas que les Noirs, il concernait presque toute la population. Mais au Moyen-Âge, en France, les serfs, c'était des esclaves. C'est ça, les serfs avaient une condition vraiment de servitude, de contrainte. Donc le rêve, ce serait que la technologie finalement puisse nous permettre de nous passer d'esclaves. C'est pas si simple que ça. C'est-à-dire que par exemple aujourd'hui, dans les pays pauvres, nous avons une main-d'œuvre qui est exploitée, qui est dans une condition de quasi-esclavage. Par exemple, je sais pas, pour citer Dubaï par exemple, où on prive les travailleurs de leur passeport, les travailleurs étrangers, et on les utilise vraiment de façon c'est un quasi-esclavage. Et donc, malgré la richesse de ces pays, où on voit des tours qui s'élèvent, etc., avec le pétrole, on a effectivement l'argent nécessaire pour pouvoir se passer d'une certaine forme d'esclavage. Cet esclavage est maintenu. Donc, quand il y a une rentabilité quelque part, eh bien, l'homme y va. Alors, pour les pays riches, la révolution industrielle a permis effectivement de se passer des esclaves, mais ça a des conséquences. Parce que si vous remplacez les hommes par des machines, ça a des conséquences sur l'esclavage, mais ça a aussi des conséquences sur les travailleurs qui ne sont pas esclaves, puisque eux aussi à leur tour, ils sont remplacés par des machines. Et vous savez, pas besoin d'aller jusqu'à Dubaï, parce que si vous allez à Capesterre ou Bello, dans les plantations de bois debout, où les gens meurent d'épuisement, ou dans des conditions qui n'ont pas tellement changé depuis un siècle et demi, ce qui a causé quelques grèves, etc. On ne va pas dire que c'est de l'esclavage avec un fouet et dans des conditions aussi atroces qu'au XVIIIe siècle. Ben, en fait, les travailleurs agricoles aujourd'hui dans la banane, dans ces régions-là, ne sont pas gâtés, on peut le dire comme ça. C'est-à-dire que la différence entre l'esclavage, on va dire la traite négrière, c'est qu'il y avait une déshumanisation, c'est-à-dire que l'esclave était considéré comme un meuble, comme un objet. Il n'avait pas d'identité. Pas d'âme. Il n'avait pas d'âme, selon certains. Donc, on ne peut pas dire que c'est la même chose, puisqu'il y a une dimension effectivement d'humanité qui était enlevée aux esclaves, mais on peut dire que d'un point de vue économique, du point de vue effectivement du bien-être des hommes, on trouve parfois des choses qui ressemblent à une forme d'esclavage. Alors, pour revenir donc à cette série de conférences-débats, alors ça commence, on le disait jeudi, avec la présence de Jean-François Moureau. Quelques mots quand même sur l'auteur de cet ouvrage que je ne peux
conseiller guadeloupéen, je le dis pourquoi, parce que j'ai découvert en lisant cet ouvrage que finalement le changement climatique pouvait être à l'origine d'autre chose. Finalement, on croit que tout est lié seulement au climat, mais il n'y a pas que le climat, les hommes interviennent et interagissent aussi sur ces changements. Tout à fait. Alors Jean-François Moreau, c'est d'abord un chercheur, un scientifique, c'est un docteur en histoire et c'est quelqu'un qui s'est intéressé à l'histoire de l'esclavage notamment, qui a travaillé aussi à Haïti, qui est directeur d'un centre international qui travaille dans le domaine de l'environnement. Donc c'est quelqu'un qui est passionné par la nature et par la préservation de la nature. Et donc c'est quelqu'un qui il a une approche un peu provocatrice en faisant la comparaison entre des esclaves humains et des esclaves énergétiques. Il cherche à bousculer les consciences. C'est-à-dire que autant on est sensible à la question de l'esclavage, parce que ces étudiants étaient toujours choqués que des hommes aient pu mettre des hommes en esclavage. Oui, ils n'arrivaient même pas à quoi. Ils n'arrivaient même pas à comprendre que des hommes aient pu être aussi horribles au point de mettre leurs propres frères en esclavage. Autant aujourd'hui, nous avons une forme d'insensibilité sur ce que produit en fait la révolution industrielle. C'est-à-dire, en fait, nous sommes prêts pour avoir un téléphone portable à laisser exploiter des enfants, puisque le coltan, qui est le produit qui permet d'avoir nos téléphones, ce sont des enfants qui descendent dans des mines pour pouvoir les exploiter. Au Congo, exactement. Là, il montre aussi que beaucoup de coups d'État, notamment au Congo, ont été initiés par des sociétés comme Elf, qui ont justement empêché ces pays finalement d'arriver à leur indépendance, parce qu'il y avait des enjeux financiers énormes. Donc ce qu'il montre, c'est que en fait, ce système finalement d'exploitation des ressources naturelles, c'est de la surexploitation de la nature. C'est-à-dire, notamment dans une des conférences, il y aura Daniel Imbert, qui est un spécialiste en écologie de point de vue scientifique, et qui va traiter de la question de l'anthropocène, c'est-à-dire ce qu'on appelle la 6e extinction massive qui est en train d'arriver. C'est-à-dire qu'il y a 100 fois plus d'espèces qui disparaissent aujourd'hui que par le passé. Ça veut dire que nous sommes passés à une phase d'accélération de la disparition des espèces, et des territoires comme la Guadeloupe, qui sont extrêmement fragiles, subissent de plein fouet justement ces disparitions. Et lorsqu'on voit par exemple la zone de Jari qui est surexploitée, nous avons eu une conférence il y a 2 mois sur la question. Lorsqu'on voit par exemple que Jari est passé de 800 hectares à 200 hectares sur une cinquantaine d'années, la mangrove est en train de disparaître. Sérieusement attaquée. Absolument. Et on se rend compte que les hommes continuent de façon totalement inconsciente à surexploiter la nature. Et donc ce que Jean-François Moreau essaie de nous faire comprendre, c'est qu'il faut quand même à un moment donné que nous puissions réfléchir non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux générations futures, c'est-à-dire à nos enfants et nos petits-enfants. Que deviendront-ils dans une Guadeloupe finalement qui sera battue par les cyclones chaque année et où justement les espèces auront disparu. Donc avec Jean-François Moreau, nous aurons Philippe Verdol notamment, qui est professeur d'économie et qui est quelqu'un qui est vraiment militant sur la question du chlordécone, qui va justement nous interpeller sur ces pollutions qui ont des effets néfastes non seulement sur les adultes mais aussi sur les enfants. Il va poser la question de savoir quel développement pour la Guadeloupe. Est-ce qu'il y a moyen d'avoir un développement autosuffisant par exemple pour la Guadeloupe? Nous aurons aussi Jean-Jacob Bicep, qui est ancien député Écologie Les Verts et qui est aussi quelqu'un qui va nous donner un certain nombre de pistes de réflexion sur la question du changement de nos comportements face effectivement aux urgences climatiques. Alors ça signifie, et là on s'écoute un petit peu de la conférence, que Agapé, tout en étant, comme vous le dites, très sensible au côté un petit peu chrétien de l'homme, n'hésite pas à aborder des questions plus économiques, plus politiques finalement. Mais absolument, parce qu'en fait, l'homme n'est pas saucissonné. C'est pas un économique. L'homme, c'est un tout. L'homme, c'est un tout. Ça veut dire que si on traite les questions spirituelles sans traiter les questions matérielles, on n'a rien fait. Si on traite les questions matérielles sans traiter les questions spirituelles, on n'a rien fait. En fait, nous voyons qu'avec la révolution industrielle, il y a un esprit matérialiste qui s'est installé, c'est-à-dire un profit à outrance. Et il y a eu un certain nombre de personnes qui se sont élevées contre ce système-là. Certains étaient chrétiens, d'autres ne l'étaient pas. Donc, les chrétiens n'ont pas le monopole de la réflexion et de l'humanité. Mais ce que nous voulons montrer aussi, c'est qu'à travers un monde judéo-chrétien, c'est ce monde judéo-chrétien qui a favorisé l'esclavage, c'est ce monde judéo-chrétien qui a favorisé aussi l'exploitation à outrance de la nature. La question, c'est comment, avec des principes chrétiens, on peut aussi aboutir à des catastrophes.
Donc c'est pour interpeller les chrétiens et les non-chrétiens sur notre capacité à détruire. Personne ne peut donner de leçons à personne. Nous sommes tous des êtres qui sommes en capacité de détruire la planète. Et la question, c'est de dire, eh bien, si vous croyez vraiment à ce que vous dites, le message chrétien, d'amour du prochain, de respect des autres, si vous croyez vraiment ce que vous dites, prouvez-le. Alors, et le mot n'est pas trop fort d'apocalypse climatique? Alors, je sais que c'est un... Apocalypse, ça renvoie à autre chose. Absolument. Oui. Mais c'est fait exprès, en fait. Oui. Parce que, je ne sais pas, vous avez peut-être vu le film 2012, toute une série de films, justement, qui jouent sur... Les films catastrophes, on appelle les films catastrophes. Voilà, ça joue sur les peurs. Oui. Voilà. Apocalypse climatique, c'est pour interpeller, effectivement. C'est pour... Mais en même temps, nous aurons des spécialistes, par exemple, Madame Françoise Panier-Benito-Espinal. C'est une personne qui est professeure d'université et qui va traiter la question des ouragans, des cyclones, tous ces phénomènes climatiques qui ont des impacts sur la Caraïbe. Ça sera le dimanche par exemple, les impacts sur la Caraïbe et notamment sur la Guadeloupe. Donc c'est quelqu'un qui a étudié tous ces phénomènes-là et qui montre comment les modes de vie des personnes sont affectés par ces phénomènes climatiques et comment le mode de vie des personnes affecte aussi le climat. C'est-à-dire que l'apocalypse, effectivement, c'est quelque chose qui oblige à réfléchir. Et en même temps, l'idée, c'est que la fin n'est pas inéluctable. On peut changer les choses. On peut inverser la tendance. Mais ça demande effectivement qu'on prenne la mesure du danger. L'apocalypse, c'est vrai, c'est l'idée d'un danger imminent, mais c'est aussi l'idée que les hommes, si effectivement ils respectent un certain nombre de principes, peuvent inverser la tendance. Et précisément, alors, comment vous comptez prolonger ce type de réflexion? Et là, je parle dans la dimension spirituelle. Il y a la dimension matérielle, matérialiste, d'une conférence où vous abordez de plein pied, de fond même, les problématiques très actuelles. Mais la dimension spirituelle à ce moment-là, comment on la retrouve? Comment vous faites le lien? Alors, le lien parce que les gens qui sont là ne sont pas, ils viennent pas prêcher, ils viennent expliquer une situation climatique, une situation économique ou une situation idéologique. Alors, l'autre aspect. Alors, l'idée, c'est que faute de connaissances, le peuple meurt. Oui. Ça veut dire qu'on ne peut pas avoir une démarche spirituelle si on n'est pas informé, si on n'a pas les éléments en main. On peut avoir beaucoup de bonne volonté, on peut avoir une recherche spirituelle, mais on peut aussi commettre beaucoup d'erreurs parce que précisément la connaissance manque. Et donc nous pensons que nous avons besoin effectivement que les personnes qui seront à ces conférences aient les éléments de connaissance en main pour pouvoir alimenter leur recherche spirituelle. Alors je préciserai que Jean-François Mouveau est aussi un chrétien. Oui. Et qu'il dirige un centre, par exemple, qui s'appelle Arocha. C'est un centre qui fait 600 hectares. Et dans ce centre, on fait de la sensibilisation à la protection de la nature. Donc, vous avez des dizaines, des centaines de personnes qui passent chaque année. C'est un centre qui est international. Et dans ce centre, on a des temps de prière, de spiritualité. Et on a surtout l'idée qu'en fait, si on croit que la création n'est pas le fruit du hasard, si on croit que Dieu a établi un ordre des choses, et si on voit les bouleversements actuels, ça veut dire que nous avons changé l'ordre des choses. Ça c'est le point de vue inverse au Big Bang. Non, curieusement, on pourrait croire qu'il y a contradiction, mais il faut savoir que l'auteur, justement, celui qui a émis la théorie du Big Bang, c'était un prêtre qui s'appelle Georges Lemaître, c'est un Belge, et c'est lui qui a inventé la théorie du Big Bang. Et en fait, il faut comprendre qu'avant cette théorie, qu'est-ce qu'il y avait? Avant cette théorie, il y avait des théories matérialistes, celle de Démocrite, qui disait que l'univers n'a pas de commencement. L'univers n'a pas de commencement et l'univers n'a pas de fin. Voilà. Et la théorie du Big Bang dit l'univers a un commencement. Et si on prend le livre de la Genèse... Un commencement et une fin. Et un commencement et une fin. Oui. La fin, c'est l'Apocalypse. Dans la théorie du Big Bang, la fin, c'est l'épuisement de l'énergie. C'est-à-dire l'énergie qui a été émise il y a 13 milliards d'années s'épuise au fur et à mesure. Donc, il y a un commencement et une fin de l'univers. Et si on prend le début de la Genèse, au commencement, Dieu créa, c'est-à-dire la lumière, c'est l'énergie qui est créatrice. Et il y a aussi l'idée d'une fin. Bon, donc la science et la foi ne sont pas nécessairement opposées. Et dans le quotidien, c'est l'idée qu'en fait,
Une spiritualité, c'est quoi? C'est chercher la transcendance, c'est chercher à se dépasser, c'est chercher quelque chose qui nous donne de l'espérance. Je ne pense pas que ni les voitures, ni les ordinateurs, ni les portables nous donnent de l'espérance. Je pense que ce qui donne de l'espérance, c'est les relations humaines, c'est l'amour des autres, c'est la considération pour les autres. C'est l'idée que nous ne sommes pas tout puissants et que nous ne pouvons pas tout faire. Par exemple, les hommes politiques font et défont les choses. Mais il y a quelque chose de plus puissant parce qu'en fait, nous détruisons la planète avec nos grands projets industriels, mais ça nous retombe sur la tête. Oui. Donc ça ramène l'homme finalement à des dimensions de modestie. Nous ne sommes pas tout puissants. Et aucun système politique ne peut satisfaire les hommes s'il ne nous oriente pas vers un dépassement de nous-mêmes. D'accord. Et je pense que même sans être dans une religion quelconque, il y a cette dimension de spiritualité qui anime tout être humain, c'est-à-dire l'idée qu'il y a quelque chose qui nous dépasse. Alors vous savez, chez les catholiques, il y a quelques décennies, et je crois que c'est un petit peu actuel, mais de moins en moins, il y avait ce qu'on appelait la théologie de la libération. Absolument. Mais ce que vous dites, c'est un petit peu la porte à côté, même si vous n'êtes pas dans la même obédience. Mais c'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'à partir du moment où quelque chose est vrai, il faut l'accepter. Et donc, si on considère que des hommes sont exploités et que c'est injuste, il faut le dire. Je pense que le plus mauvais service qu'on peut rendre à la religion, c'est de cautionner l'injustice. Il n'y a pas de paix sans justice. D'accord ? Et si on veut établir la paix, il faut la justice. Donc, nous pensons qu'en fait, on a trop souvent cantonné finalement le message chrétien à quelque chose de totalement coupé de la réalité. Je pense qu'il est temps, justement en Guadeloupe, qui est une terre, on pourrait dire chrétienne, christianisée, je pense qu'il y a des forces vives là qui doivent jouer le rôle qui est le leur. Je pense qu'on exclut trop justement les instances religieuses de la vie civile. Si on prend l'exemple de l'Afrique du Sud, par exemple, qui est-ce qui a permis l'évolution de l'Afrique du Sud? Il y a deux hommes. Il y a Nelson Mandela et il y a Desmond Tutu. Desmond Tutu, c'est un homme de foi. Aux États-Unis, qu'est-ce qui a permis l'abolition de la ségrégation? C'est Martin Luther King et les idées qu'il portait. Donc, il y a des hommes de foi qui mettent finalement leur vie au service des autres et qui révolutionnent leur temps. Gandhi, en Inde, c'est un homme de foi. Donc, je crois que aujourd'hui, où les religions sont vues comme finalement facteurs de violence, facteurs de destruction, je pense qu'à l'intérieur de toute spiritualité, il y a des éléments qui aident les hommes à s'élever. Et donc, je crois que la question de l'esclavage, par exemple, la question des réparations, qui est une question qui est très actuelle, oui. Nous pensons que les réparations sont bien sûr nécessaires. Lorsque quelqu'un a été victime, il faut réparer. Mais la réparation matérielle ne suffit pas. On peut vous donner de l'argent, mais ne pas vous reconnaître dans votre identité, dans votre humanité. Je pense que les réparations matérielles ne sont qu'un élément de quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. C'est-à-dire, tant qu'un homme n'est pas reconnu pour ce qu'il est, oui. Il n'y a aucune reconnaissance qui vaille. Donc, oui. Non, allez-y, j'allais vous dire. Donc, dans ces 4 jours de conférence, oui. Il y aura aussi des débats, c'est-à-dire le public pourra intervenir, pourra échanger avec les intervenants et ce sera un moment très convivial. Du 25 au 28 mai, donc au lycée Charles Coffin, c'est tout juste à côté, à partir de 18h45, donc table ronde et débat. Je rappelle, esclavage, révolution industrielle et apocalypse climatique. C'est l'initiative de l'Agapé Guadeloupe, donc vous êtes le vice-président. C'est ça. On souhaite une participation active à vos débats. Voilà, il y aura aussi un temps artistique, il y aura aussi du gros cas, oui. Il y aura aussi des moments justement où le cœur et pas seulement l'esprit sont sollicités. Oui. Donc vous êtes tous bienvenus à ce moment d'échange et de partage. On vous remercie en tout cas, monsieur Gaëtan, de nous avoir fait cette petite démonstration. Je rappelle donc cet ouvrage, si jamais il est disponible en Guadeloupe, des esclaves énergétiques, Champ-Vallonge, Jean-François Moreau, et donc ces débats à partir de jeudi 25 au lycée Charles Coffin. Merci en tout cas, 12h54, 56 même, on a le temps de développer au moins nos premiers titres, Mandy. Oui, comme je vous le disais en titre, donc, dans le cadre donc, du lancement des travaux de construction de son futur port multi-activité, eh bien, la ville de Petit-Bourg a
invitait les administrés à une grande réunion publique qui avait donc lieu vendredi dernier au port de pêche de la Vinaigrerie. Ce projet s'inscrit donc dans le cadre du schéma de la revitalisation urbaine qui va donc consister à reconfigurer le centre-bourg afin donc de valoriser sa façade maritime et donc de la rendre évidemment plus attractive et ainsi donc relancer l'économie. On regarde ce reportage qui est signé Vianney Valverde. Ce soir, il s'agissait pour nous d'avoir une réunion d'information avec les habitants de Vinaigrerie par rapport à la première tranche du projet du grand port de Vinaigrerie, puisqu'il va falloir combler au niveau de la mer et ce qui va nécessiter quelques nuisances. Nous voulions que les riverains soient très bien informés du passage des différents camions, mais aussi des problèmes, des modifications que nous avons dû faire sur la circulation, les zones de stationnement et les parkings qui seront dédiés à cet effet. C'est le début du projet du Grand Port. C'est pendant 3 ou 4 ans, nous aurons tout un ensemble de travaux jusqu'à ce que nous puissions aboutir au projet final et qui permettrait en quelque sorte de créer cette activité sous la zone de Petit-Bourg avec les nombreux emplois dont nous connaissons et aussi surtout pour booster l'activité économique. Je suis habitante de la Vinaigrerie et là nous avons été conviés par la municipalité pour discuter du futur du grand port de la Vinaigrerie. Alors en tant qu'habitante du quartier, donc nous attendons pour voir un petit peu comment ça va se passer. Parce qu'en fait, il y a des grands travaux qui seront donc qui vont commencer pour la zone technique, c'est la première tranche. Et apparemment, d'après ce que les techniciens ont dit, il y aura de nombreux camions qui vont venir donc enrocher donc cette partie-là. Et à cet effet, donc en tant qu'habitants, nous attendons un petit peu comment ça va se passer, parce que nous sommes quand même sur une zone marécageuse. Donc en fait, notre petite interrogation, c'est quand même par rapport à nos habitations, avec tout ce va-et-vient de camions, comment ça va se passer. Et ensuite, dans un deuxième temps, il y aura également des commerces, ce sera une zone d'activité. Mais nous sommes, en tant qu'habitants, nous voulons savoir par rapport à nos maisons, comment ça va se passer et comment ça va se passer par rapport, il y aura quand même des petites nuisances quand même par rapport à tous ces travaux qui seront effectués. Mais de toute façon, nous sommes en contact permanent avec la municipalité. Il y a des réunions qui sont faites. Et à ce moment-là, nous pouvons toujours donner notre avis sur cet immense chantier. On avait déjà présenté le projet de port. Ce soir, il s'agissait de présenter la mécanique des travaux et notamment la modification du plan de circulation. Et puis surtout, si on doit tirer un bilan, c'est un bilan très positif, puisqu'on a parlé vrai ce soir. On pourrait même appeler cette réunion parler vrai, puisque les gens se sont exprimés. Et c'est un peu un exercice de démocratie participative qui est vraiment très très important et qui a démontré vraiment tout l'intérêt de partager comme ça avec les gens sur un projet. Avant même qu'il débute, c'était fondamental, surtout avant qu'il débute. Et voilà, c'était une réunion très très positive. Alors là, Et une opération de prévention routière a donc été menée par l'escadron départemental de sécurité routière de Guadeloupe. Une action d'il y a quelques jours qui s'adressait donc aux motards volontaires pour se perfectionner à la conduite de la moto et donc améliorer leur sécurité. Ça s'est passé donc sur le secteur de Bémao. Un reportage signé Vidant Maletti et Axel Drajan. De retour donc à l'antenne, visiblement un souci technique avec le sujet. Mais écoutez, on va passer à la page de publicité et on revient donc en deuxième partie avec Elisabeth Adélaïde ainsi que Emeline Adémar avec sa chronique ABC Entreprise. À tout de suite. Voilà, il est 13h06, retour sur le plateau du ZCL en direct de RHC 89.8 et 93.8. Mendy, je salue d'abord Christelle Théophile, la deuxième du nom, ou la troisième. On m'a dit qu'il y en a 4. On m'a dit qu'il y en a 4. Elle est directrice de Cinestar, on va parler tout à l'heure de cinéma. Mais avant, on revient sur l'information, Mendy.
Oui, on revient avec donc, le deuxième sujet. On avait un petit souci technique avec celui-ci, mais c'est bon. Je le disais, une opération donc, de prévention routière qui a été menée par l'escadron départemental de sécurité routière de Guadeloupe. Une action qui a eu lieu il y a quelques jours qui s'adressait donc aux motards volontaires pour donc se perfectionner à la conduite de la moto et ainsi améliorer leur sécurité. Ça se passait donc à Bémao. Un reportage signé Axel Dragen et Vidir Maletti. Combien de trajectoires avec le commandant Deboeuf. Alors commandant, comment ça se passe aujourd'hui? Ça se passe plutôt bien. On a commandé le Soleil pour cette deuxième édition. On a eu de la chance aussi pour la première. C'est donc une opération de sécurité routière, de prévention routière, destinée à l'ensemble des motards de la Guadeloupe pour améliorer la sécurité globale sur les routes de Guadeloupe. Les motards, les deux roues sont des cibles dangereuses, sont exposés parce qu'ils n'ont pas de carrosserie, parce que parfois ils ont aussi un comportement inadéquat, dangereux, il faut le dire. On cherche par ces opérations-là à faire prendre conscience de la dangerosité du fait de rouler en moto. Donc on a des gens qui sont sérieux et on s'en félicite, mais on cherche au maximum à diffuser ces bons conseils, ces bonnes pratiques pour améliorer globalement la sécurité routière. Alors avec les nouvelles réformes, les gants, tout ça, c'est appliqué? Ici, c'est appliqué, puisqu'on est dans une démarche de prévention, on est avec des gens qui sont sympathiques et sérieux. Globalement, il faut poursuivre ce discours pour sensibiliser l'ensemble de la Guadeloupe au danger de la route, montrer qu'on ne peut pas faire n'importe quoi, que la route, c'est un espace de partage et qui reste dangereux si on fait n'importe quoi. Et parler aussi aux automobilistes par rapport aux motards. C'est un espace de partage, que l'on soit piéton, à vélo, en cyclo, en moto ou en voiture, ou avec des véhicules de gros gabarit. C'est un espace de partage qui doit garantir la sécurité de tout le monde. Et il faut absolument changer ces comportements en Guadeloupe, puisqu'on est avec une mortalité qui est le triple de celle qu'on a en métropole, et ça ne peut pas durer. Alors commandant, on a vu beaucoup d'ateliers, vous pouvez nous expliquer différents ateliers? Alors différents ateliers sont mis en place sur ce plateau technique pour faire travailler la maniabilité à basse vitesse, pour vraiment travailler la précision du regard. Là où le regard se porte, le motard se dirige. Et ça met en situation un petit peu sur de la maniabilité, des virages, des petites courbes, du freinage, voilà, pour simuler un peu toutes les situations que l'on peut rencontrer sur la route. Et puis on a un parcours routier, encadré aussi par des motards de la gendarmerie, pour mettre en œuvre ces bonnes pratiques, appliquer une trajectoire de sécurité pour rouler convenablement. Alors vous avez combien de motards aujourd'hui? Pour l'instant, on est sur une quarantaine de participants. On renouvellera cette opération-là, certainement à l'automne, pour élargir la portée de ce discours. Commandant, lorsque vous dites l'automne, on ne peut pas tellement vous suivre. Ici, c'est l'hivernage. C'est la période de l'automne, au sens calendaire. Bon, ben d'accord. On va essayer de comprendre. Alors tout à l'heure, on va voir dérouler un peu les différents ateliers. Alors ça sera une tradition chaque année, même si vous partez? Je suis encore là normalement pour un an, si Dieu me prête vie, sauf si je peux rester plus longtemps avec grand plaisir. Ce type d'opération, on les mène avec beaucoup de plaisir. C'est placé sous le signe de la convivialité, de la bonne humeur, mais aussi de la sécurité. Donc on va essayer d'en faire au moins une ou deux par an avec l'appui de nos partenaires. Voilà, il est 13h10 dans le ZC en direct de RHT. Je voulais dire, moi, parler cinéma. C'est peut-être pas encore le jour, mais c'est l'heure en tout cas, puisqu'on va recevoir Christelle Théophile. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice de Cinestar. Il y a quelques jours, vous avez fait une première conférence de presse pour expliquer un petit peu ce qu'allait être ce nouveau complexe de cinéma. Les gens vous ont vu à la télévision, vous avez vu dans les journaux, mais il fallait que vous soyez sur l'antenne du ZCL pour bien expliquer ce que c'est Cinestar. C'est un nom un petit peu pompeux, Cinestar. Merci en tout cas de l'invitation. Effectivement, Cinestar, cinéma, tout simplement. Et c'est vrai que quand on parle de cinéma, on pense aux étoiles, aux stars de cinéma. On a tous envie de jouer. C'est Cannes en ce moment. Hein?
Et en plus, on est en plein festival vous n'êtes même pas de Cannes. allé, vous n'avez pas pu y aller. Pas cette année. Pas cette année. Mais j'y compte bien pour les autres années. Ah, alors, oui. qu'est-ce que c'est ce nouveau complexe on voit quelques images qui va ouvrir les portes au courant du mois de juin. Donc, le multiplex Cinestar, donc comme son nom l'indique, multiplex avec donc 10 salles. 10 salles. Voilà, ouais. On aura 10 salles qui vont accueillir, qui ont une capacité chacune d'entre 110 à 440 places. Au total, ça fait quoi? Au total, ça fait 2000 sièges, 2000 places assises. Oui. Pour chaque séance. Donc c'est vrai que ça nous fait une capacité d'accueil relativement importante, oui. Avec une programmation des séances prévues de midi à minuit. Donc voilà, midi à minuit. La programmation est encore en train de s'affiner, mais c'est vrai que du lundi au dimanche, on va pouvoir avoir un choix. Quand vous dites, Christelle, 10 salles, ça veut dire c'est 10 films différents au même moment. Alors si je viens à minuit, je repars à midi, je repars à minuit pour voir tous les films? Alors, effectivement, 10 salles, le plus possible 10 films différents, mais sur certains blockbusters oui. Américains, on pourra avoir 2 salles en simultané. Pourquoi? Parce qu'on va avoir 2 types de technologie, la technologie CXC, qui est la technologie propriétaire du groupe Caribbean Cinema qui nous sponsorise. Donc, la technologie CXC tourne sur Dolby Atmos. Oui. Alors ça, c'est du chinois pour les gens qui ne savent pas. La technologie CXC, en fait, c'est tout simplement une technologie de l'image et oui. du son extrême. Ça veut dire que le spectateur qui viendra assister à sa séance en CXC oui. se sentira pleinement immergé dans la séance, dans le film. Il n'est plus dans la réalité, oui. il est vraiment dans le film, oui. avec une image, avec une taille d'écran immense, oui. extrême, une qualité d'image extrême, oui. donc excellente définition. Vous savez que ce que vous dites là maintenant, les gens vous écoutent, si demain ça crache ou bien ça fait... au cinéma, on va dire, mais la dame nous raconte les codes du flanc, alors vous vous engagez là. Nous espérons avoir... ça, ce sera au point. Nous nous engageons. Oui, vous vous engagez. Oui. Alors, donc, Atmos, ça ressemble à Atmosphère, c'est ça? Atmos, alors, très bien trouvé, effectivement. Atmosphère, pour le son qui circule, oui. qui circule tout autour. Atmos, pour qu'on ait l'impression, en fait, ça, tout simplement, un spectateur aura l'impression que le son est tout autour de lui. D'accord. Avec la technologie Atmos. C'est un son circulaire, c'est ça? C'est un son circulaire. Les haut-parleurs sont positionnés au-dessus de la tête. Oui. Et on en a également sur les côtés pour permettre une arrivée du son circulaire. Mais Madame Théophile, avec votre cinéma, on n'ira plus que là, c'est fini. Je l'espère. Au Rex, alors. Vous êtes en train de tuer le Rex, là. En tout cas, vous serez toujours bienvenus au Cinestar. Oui. Nous aurons une belle programmation pour accueillir et satisfaire au mieux les clients. Oui. C'est vrai que le cinéma est assez vaste oui. en termes de choix. On va proposer des blockbusters, des films français, des films d'art et d'essai. Et je dis qu'il y a de la place... Pas de film sous-titré, pas de film en version originale? Oui, aussi. Lorsqu'on aura des festivals aussi, bon, ça c'est plutôt à partir de l'année prochaine, ouais. mais c'est vrai qu'on aura une programmation en version sous-titrée, notamment pour ces spectateurs qui recherchent l'art et l'essai, qui recherchent des programmations particulières, des films différents que jusqu'à maintenant, qui sont très difficiles à proposer. Ouais. Avec 10 salles, on va pouvoir proposer... Alors, je vous donne un exemple concret. Alien est sorti la semaine dernière en Guadeloupe et en France en même oui. temps. Est-ce que vous êtes capable de faire ça? On est capable de faire ça. Oui. Alors, on est capable de faire ça oui. à terme. À terme? À terme. Oui. Parce que c'est vrai que dans un premier temps, on s'adapte aux sorties de la Guadeloupe qui sont généralement oui. le vendredi. Donc oui. si en Guadeloupe... Ah, vous, c'est le vendredi? Voilà. Parce que eux, c'est le mercredi. La sortie nationale est le mercredi. Donc oui. on espère effectivement à terme pouvoir se rapprocher, pouvoir proposer tous les films oui. dès le mercredi. Mais à l'ouverture, on va proposer des films le vendredi, et des blockbusters ou des films comme Alien. Oui. Pourquoi pas? Même le Fast Furious qui passe, enfin, ça fait 3 semaines qu'il est à l'écran. Vous auriez été capable de le passer aussi? On aurait été capable de le passer. D'accord. Et en version française, pas canadienne. Version française.
Version française. Notre programmation vient de Métropole, de France métropolitaine. Donc, on aura du français. D'accord. Alors, vous dites Ciné Star, c'est un circuit caribéen. Qu'est-ce qu'il y a de caribéen dedans? En fait, Ciné Star est donc la société guadeloupéenne sponsorisée par Caribbean Cinema, qui est donc on peut vraiment parler maintenant de multinationales, puisqu'ils sont installés. Le siège est à Porto Rico, donc c'est une société d'origine portoricaine, installée dans la Caraïbe. La société existe depuis 48 ans et elle s'est développée au fur et à mesure dans la Caraïbe. Donc c'est une société d'inspiration caribéenne avec un savoir-faire caribéen et ils font du cinéma depuis 48 ans. Voilà. Vous connaissez leur cinéma? Vous avez vu ce qu'ils font à Porto Rico? Absolument. Oui. J'ai eu l'occasion, la chance de visiter les cinémas de Porto Rico, où c'est vrai qu'ils sont à la pointe de la technologie. Nous, on commence avec le CXC, mais c'est vrai qu'à Porto Rico, ils proposent par exemple la 4DX. Qu'est-ce que c'est la 4DX? La 4DX, c'est une technologie en 4 dimensions. Oui. Donc vous connaissez la 3D, donc avec l'image. Oui. La 4DX, vous avez aussi l'air, le vent, la pluie, l'eau, tout ça. Voilà, tout ça. Et c'est prévu là, les sièges qui bougent. Oui. Et même les sièges qui bougent. Et les sièges qui bougent. Et ça fonctionne là-bas? Ça fonctionne très bien. Bon, alors chez vous, donc j'imagine que ça a fonctionné. Alors, du point de vue de la programmation, vous avez parlé des blockbusters. Alors, je traduis, ce sont des films à grand spectacle. La concurrence radio avec ce qui existe déjà. Au niveau du prix, est-ce que vous êtes plus cher ou moins cher que le concurrent? Nos tarifs sont en cours de définition, mais on se situera entre 8 et 12 euros, selon justement la technologie que choisira chacun. Donc la technologie CXC, une technologie un peu plus premium, donc cette technologie extrême, son image. Dont on espère qu'il va fonctionner. Qui fonctionnera, il n'y a pas de raison, c'est l'expertise Caribbean Cinema. Oui. Les équipes sont à pied d'œuvre pour vous offrir le meilleur de Caribbean Cinema. Alors, question de clients. On a reçu ça sur Facebook ce midi, qu'on a annoncé votre... Est-ce que les gens pourront avoir des cartes d'abonnement? La question se pose. La question de la carte d'abonnement revient souvent. Oui. Et effectivement, c'est une formule que nous sommes en train d'étudier, que nous espérons pouvoir proposer à partir de septembre, sous forme de places multiples. C'est-à-dire qu'on pense pouvoir offrir un prix promotionnel pour 5 à 7 places à utiliser dans le temps. Et l'autre bout de la question, c'est les tarifs étudiants, parce que bon, il y a des étudiants à Fouillol, ils n'ont pas toujours 12 euros pour voir 10 films, ça fait 120 euros quand même. Alors, qu'est-ce que vous allez leur proposer? On va proposer... C'est pour tout cela que la question du tarif est importante. Oui. Parce qu'on est dans une fourchette entre 8 et 12 euros et elle n'est pas encore arrêtée, finalisée. L'idée pour nous, c'est de laisser le cinéma en tout cas accessible à tous. Oui. Et même ça passe aussi par une... Oui, ça passe par une politique tarifaire importante, mais aussi on sera équipé, notre accessibilité est clé. De toute façon, aujourd'hui, pour le type d'établissement qu'on représente, l'accessibilité est visée et recherchée par la commission de sécurité. Si je viens au Cinestar, est-ce que ma voiture risque d'être cassée? Nous avons 1200 places sur un parking dans une zone que vous connaissez, donc la zone de Dotémar, derrière Milénis, qui est une zone relativement... vous savez, quand il y aura du cinéma là, du public, sera pas aussi sûr que vous le dites aujourd'hui. Hein. Vous savez, en tout cas, c'est une zone relativement sûre et on aura également de la sécurité. Oui, alors, vous m'avez pas répondu. Est-ce que ma voiture risque d'être cassée? Oui, non. En tout cas, nous vous offrirons les meilleures conditions de sorte que votre voiture ait le moins de chances d'être cassée. Le moins de chance. Elle a dit le moins de chance. Je ne dis même pas qu'elle ne sera pas du tout cassée, le moins de chance. Bon, enfin bref, on verra. Alors, donc, tout est en place là du point de vue... pose toutes les questions. Vous savez, aujourd'hui, les normes antisismiques sont nécessaires. Alors, vous dites que les sièges bougent. Quand les sièges bougent dans votre cinéma, s'ils bougent dans votre cinéma, c'est pas le tremblement de terre. Les sièges qui bougent, attention, c'est à Porto Rico. Ah, c'est à Porto Rico. C'est à Porto Rico. Oui. Un jour, peut-être ici, je l'espère en tout cas, pour le moment à Porto Rico. Sur la qualité du confort. Alors, sur le confort, effectivement, on aura des sièges
confortable, conçu pour des séances longues et en espérant que vous allez revenir et rester, pourquoi pas, à une autre séance. Donc des sièges confortables avec des porte-gobelets parce que nous aurons également un espace restauration rapide à l'intérieur, à l'avant avec nos partenaires Tabla Pizza et Burger King et à l'intérieur, on va offrir un service également de restauration rapide. On parle de popcorn, on parle de soda, mais on parle aussi de hot dog, de nachos. Hein, voilà. Ça dépend sur le temps du cinéma, on risque de prendre du poids, quoi. Vous allez vous faire plaisir en tout cas. Oui, enfin, peut-être pas les enfants, enfin je sais pas, Mandy a les enfants. Tout dépendra de la quantité. Hein? Tout dépendra de la quantité. Il faut on pas prévoit des menus enfants également. Oui. Ah, il y a des menus enfants. Des menus enfants, tout à fait. Tout est prévu alors. Tout est prévu pour que ce soit un lieu de loisirs, de divertissement, que vous vous y sentiez bien, que vous reveniez en famille, hein, Mandy, avec les enfants. Absolument. Pour les enfants, il y a des anniversaires d'enfants également. D'accord. À partir de quel âge d'ailleurs les enfants? À partir de 3 ans, sans souci. Ça va? Ça va. Oui, ça va, oui. c'est bon. Et ouverture quand? Justement. Ouverture mi-juin. Mi-juin. Et les anniversaires d'enfants, dès que vous êtes prête, Mandy. D'accord. L'invitation est tombée. Le mois prochain. C'est pas moi qui ai suggéré. Alors, autre chose, est-ce que, parce que, bon, des complexes, il y en a un en Martinique, vous le savez, le Madiana, pour ne pas le citer, offre quelquefois des espaces conférences. Vous avez prévu ça aussi? Oui, alors effectivement, nos salles sont conçues, sont toutes en amphithéâtre, en fait, en forme d'auditorium, et du coup, avec un recul suffisant, avec un confort suffisant, avec une technologie nous permettant de proposer des conférences. Maintenant, c'est pas notre cœur de métier et ce n'est pas notre vocation. Notre vocation est avant tout de faire du cinéma, de le faire bien, de faire du loisir et du divertissement. On aura également une salle de jeux vidéo. Donc vraiment, on est positionné de divertissement. Il y aura tout. Et au bout de tout, qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura des magasins ou il n'y aura pas des magasins? Alors, non, je demande au cas où. D'ici la mi-juin, donc on sera ouvert. Alors en termes de magasins, Millénie, c'est à 2 pas. Mais bien sûr, le Family Plaza ouvrira ses portes. Le Family Plaza, c'est l'ensemble de boutiques et de commerces que vous allez trouver à proximité, voisins du cinéma, vraiment sur le même mur. Toute une série de boutiques qui donc sera ouvert en 2018. D'accord. Voilà. Vraiment, quand on viendra là, on ne sort plus. Il y a un espace camping. C'est une seule pas. Pas encore, mais c'est une idée à voir. La plage n'est pas loin. Bon, sous les étoiles. On a la piste de l'ancien aéroport juste en face. Bon, alors tout est prévu pour que ce soit prêt aux environs on va dire mi-juin. Mi-juin. Ouverture exceptionnelle avec de bons films. Avec de bons films, absolument. Que de bons films au Cinestar, voyons. Oui, et des hôtesses d'accueil aussi. Alors, avec une équipe. Oui, qui est en train d'être recrutée, pour ce que j'ai lu dans la presse. Oui, le recrutement est terminé à ce jour. Donc vous créez des emplois en fait aussi. Une 40aine d'emplois qui sont créés, une dizaine d'étudiants également, puisqu'on accompagne certaines écoles, comme L2B, l'école de la deuxième chance. Donc une 40aine d'employés et une dizaine d'étudiants avec nous sur le Cinestar, sur le site dès l'ouverture. C'est une question personnelle, c'est pas votre prénom. Vous aimez le cinéma? J'adore. Oui. Oui. C'est pour ça que pour moi, c'est une passion. Le dernier film que vous avez vu, c'est quoi? Alors, c'est vrai, Baby Boss. Ah, quand même. Avec le gamin. Oui. Avec les gamines, oui. Oui, avec les gamines. D'accord. Bon, et vous avez dû apprécier quand même. Ah oui, absolument. C'était pas en production, Atmos, rien du tout. Mais on aura des lunettes 3D chez vous? Des lunettes 3D, oui, pour la technologie CXC. À quel prix? Justement, on est en train de voir si on l'inclut. C'est pas fini. En tout cas, il faudra qu'on la fasse revenir pour les prix. Croyez-moi que je négocie avec mon siège pour qu'on puisse avoir des tarifs accessibles. C'est pour ça que j'attends encore pour dévoiler. Bon, alors on reviendra pour nous les prix juste un petit peu avant. Bon, mais écoutez, Christelle Théophile, numéro 2, vous êtes la 2 ou la 3? Je voudrais être la numéro 1. Alors, on va le faire plaisir. Christelle H. Théophile, on vous remercie d'être venu parler de Cinestar. Et puis, on vous accueillera avec plaisir à l'occasion d'un festival. Je ne sais pas, vous avez prévu de festival l'année prochaine? L'année prochaine, on pense commencer les festivals l'année prochaine, en effet. On vous remercie d'être venu. Allez, voilà. Et on attend le rendez-vous dans à peu près 15, 20, 30 jours, à peu près, même pas, moins de 30 jours. Hein. Oui, dans moins de mois. Moins de mois, il viendra nous dire que ça y est, c'est ouvert. Il est 13h26 sur le ZCL.
sur l'émission, comment on dit le midi? La plus regardée, c'est ça, sur la plus regardée sur cette tranche sur le midi. Voilà, on continue l'information avec Mandy. Et le Mai des Mémoires revient donc pour une nouvelle édition aux Abîmes. Cette manifestation qui commémore notre histoire autour de l'esclavage est donc devenue un événement incontournable pour notre devoir de mémoire aux Abîmes. Ça se passe depuis le 18 mai, cela jusqu'au 2 juin. Des festivités qui sont proposées donc aux scolaires mais également au grand public pour faire de ce mois de souvenirs un moment de partage et d'échange et faire donc vivre la mémoire afin donc de resserrer les liens indestructibles entre le passé et l'avenir. On regarde ce reportage signé Anne-Elisabeth Arcel. Alors, nous avons mis en place aux Abîmes les ateliers généalogie. Donc, c'est dans le cadre des missions du service des archives, dans les actions culturelles et éducatives. Donc, nous mettons en place des ateliers. Alors, pourquoi l'atelier généalogie ? C'est-à-dire que on est dans ce mois du Mai des Mémoires aux Abîmes et nous avons plusieurs manifestations sur le territoire. Donc le service des archives a mis en place ces ateliers. Donc vous verrez aussi dans le hall, nous avons des panneaux qui indiquent comment on peut démarrer sa généalogie. Alors inévitablement, si on parle de généalogie, on doit aussi penser, ça nous revient en mémoire de penser qu'est-ce que nos parents utilisaient dans les maisons antillaises. On retrouve énormément de choses. Les maisons sont regorgées de souvenirs de jeunesse. Donc nous, on a essayé, dans la population et aussi les collègues, on a essayé de vider un peu nos caves, nos greniers, les petites cases à côté qui sont remplies de souvenirs. Donc on a mis en scène pratiquement une maison créole. Donc on a la cuisine qui était en terre battue. Et à côté, nos grands-parents, la plupart, ils étaient cultivateurs et ils allaient vendre le fruit de leur jardin sur le marché. Alors à côté, c'est le La Salle, comme on disait avant. Et on a une petite collection de machines à coudre. Donc on voit l'évolution de la machine à coudre. Et on n'a pas oublié aussi le coin, le Lacou. Dans le Lacou, aujourd'hui c'est les toilettes, les salles de bain, donc les objets qu'on trouvait aussi dans la maison. Alors l'exposition a démarré aujourd'hui, nous essaierons autant se faire que peu de la raviver un petit peu pour que jusqu'à la fin du mois, jusqu'au 30 mai, que nous l'ayons aussi agréablement ici. Demain nous aurons la visite des écoles. Donc nous allons recevoir des écoles de la ville qui ont déjà travaillé sur la généalogie et c'est cet engouement qui aussi nous a pratiquement obligés de mettre parce que les élèves qui ont déjà fait un travail dans leur école aujourd'hui veulent continuer à faire leur généalogie. Ne bougez pas, on revient dans quelques minutes avec, je le disais, Elisabeth Adélaïde et Emeline Adémar. À tout de suite. Voilà, 13h34, fini de rigoler. Là, je vous assure que vous n'allez plus rigoler, même pas Mandy. Mandy, vous rigolez quand même. Non. Non. Bon, allez, on démarre avec Evelyne. Bon, allez, bon. C'est fini? Oui, bonjour Dani. Bonjour, générique. Bonjour Danick, bonjour chers téléspectateurs. Bonjour Emeline et on vous retrouve pour la suite, je le disais tout à l'heure, c'est pas la suite des rigolades, la suite du traitement de thèmes d'actualité puisque c'est la déclaration des revenus. Exactement Danick. On est en avance ou en retard dessus? Alors là, je ne sais pas, mais je crois plus en retard qu'en avance, hein, n'est-ce pas Mandy? Parce que pour rappel, le dépôt de la déclaration papier était jusqu'au 17 mai. Il reste donc là, c'est fini. Il reste le numérique.
Et le numérique, c'est jusqu'au 6 juin. Donc il faut faire vite quand même parce que... C'est après la Pentecôte, tout de suite exactement. après Terre de Blues. Après Terre de Blues, Danick, je suis désolée, mais essaie de faire avant quand même parce qu'après Terre de Blues, ce sera trop tard. Ce sera déjà trop tard? Oui. Terre de Blues, c'est le 6. Ça se termine vers le 6. Exactement. Ouais. Donc, mais non, le 6, quand on dit le 6, c'est le 6 à minuit? C'est 6 à minuit. Le 6 au matin? 6 à minuit. Ah bon, ben on aura 6 à minuit. Mais voilà, sur www.impôt.gouv.fr. Ok. Alors en général, quand on reçoit notre déclaration, elle est déjà pratiquement pré-remplie aujourd'hui. L'administration a fait un progrès et je suppose qu'il suffit de renvoyer tel quel à l'administration fiscale, on prend un toc et puis on envoie. Ce serait une belle erreur, Danick. Jamais envoyer la déclaration comme telle quelle. Il faut toujours vérifier les données puisqu'effectivement les tiers transmettent déjà les informations à l'administration fiscale, à savoir vos salaires, tout ce qui est revenus de placement et de capitaux mobiliers, retraite, pension, allocation chômage, mais il convient toujours de vérifier qu'effectivement le net imposable qui apparaît sur votre dernier bulletin de paye, donc c'est-à-dire sur celui du mois de décembre, correspond effectivement à ce qui est reporté sur... On peut avoir une variation quand même entre les deux, entre ceux qui... En général, non, parce que c'est informatisé. Très souvent, ils utilisent comme méthode les DASU. Enfin, la DAS, c'est une obligation légale, notamment pour les salaires. Donc, en général, quand c'est télétransmis, ça provient directement des informations de paye et en général c'est plus ou moins fiable, mais il faut toujours vérifier ces données. Et en plus de tout ce qui est salaire, allocation chômage, comme je disais, il faut aussi compléter éventuellement tous les revenus qui seraient issus des bénéfices industriels et commerciaux, donc c'est pour les entreprises individuelles à l'impôt sur le revenu, ou encore les bénéfices non commerciaux, vos revenus fonciers et évidemment locatifs, puisque ça c'est pas pré-rempli, c'est à vous de remplir. Éventuellement pensez à rattacher vos enfants mineurs qui pourraient l'être conformément à la chronique de la semaine dernière, Danick, pour pouvoir vous rajouter éventuellement des demi-parts supplémentaires ou des parts supplémentaires sur votre Alors pension. il y a une chose sur laquelle je voulais que vous insistiez, enfin que vous nous informiez, c'est le problème des frais. Lesquels? Les frais réels? Les frais, par exemple, les frais de transport. Quelqu'un qui travaille à Jarry et qui habite, par exemple, à Gourbert. Oui, tout à fait. Alors, comment on calcule ça en fonction de quoi? Est-ce qu'il y a une nomenclature officielle ou alors est-ce qu'il faut aller chercher ça quelque part? Alors, il existe le barème kilométrique. Très souvent, il est... alors, si vous recevez encore votre déclaration pré-remplie papier... Vous avez avec la notice d'impôt sur le revenu et dessus vous avez le rappel du barème kilométrique qui s'applique donc en fonction des distances parcourues. Donc ce qui est demandé en général, c'est de calculer le nombre de kilomètres que vous avez fait globalement sur l'année pour vous rendre à votre travail. Et il y a une formule savante qu'il faut appliquer. Normalement, c'est pas très compliqué, c'est purement mathématique, qui vous permet de savoir effectivement quel est le montant que vous allez inscrire en termes de frais réels sur votre déclaration d'impôt sur le revenu. Alors, comme je le disais aussi la semaine dernière plutôt, vous avez le choix entre déclarer vos frais réels et pratiquer l'abattement des 10%, parce que parfois, vous pouvez vous rendre compte quand vous habitez assez proche, enfin de manière assez proche de votre travail, que les frais, le barème kilométrique par exemple n'est pas super avantageux comparativement à l'abattement des 10% qui est fait automatiquement sur vos revenus. Alors je sais pas, on va prendre un exemple, histoire quand même d'illustrer. Si vous avez des revenus sur une année qui font 30 000 euros, l'abattement des 10% consiste à défalquer 3 000 euros de ces 30 000 euros pour pouvoir continuer à faire le calcul de votre impôt sur le revenu. Ça veut dire que la base qui sera retenue fiscalement n'est que de 27 000. Mais par contre, effectivement, si en faisant vos calculs de frais réels, c'est-à-dire les frais de transport que vous allez calculer selon le barème kilométrique, ou même d'autres frais que vous avez engagés dans le cadre de votre activité professionnelle, vous vous rendez compte que l'addition de l'intégralité de ces sommes excède par exemple les 3 000 euros, il est plus intéressant de reporter ce montant. On ne peut pas les cumuler par contre. Non, Danick, quand même. Non, je demande. L'administration fiscale t'offre une opportunité, tu ne peux pas profiter de tout. Tu ne peux pas avoir la beurre et l'argent. Exactement. Alors donc, il faut faire un choix entre les deux frais réels. Exactement, mais on choisit en général le plus avantageux pour soi afin d'avoir une base moins importante pour la suite du calcul, du moins de l'impôt. Alors, il y avait une autre question, mais elle va revenir tout à l'heure. Pour ce qui concerne, le nombre d'enfants. Le nombre d'enfants. Alors, comment ça décale? Les parts par enfant. Comment ça se calcule? Alors, normalement, lorsque vous avez de 1 à 2 enfants,
il y a plus 0,5 parts en plus qui sont rajoutées sur votre quotient. Alors si vous êtes un couple par exemple... Enfant non majeur ou... Alors ça dépend si vous rattachez ou pas votre enfant, parce que si votre enfant a moins de 21 ans ou s'il a moins de 25 ans et qu'il fait des études dans le supérieur, vous pouvez le rattacher et il va compter, enfin si vous avez un couple par exemple, un couple c'est 2 parts. Un enfant en plus, ça fera 2,5 parts. D'accord. Un deuxième enfant, ça fera 3 parts. Ouais. Par contre, le quatrième enfant, ça compte pour 1 part. Ah bon? Donc il faut savoir que plus vous faites des enfants et plus vous gagnez en part sur le... Donc il faut faire au maximum d'enfants. C'est vous qui voyez. Après, il faut pouvoir les gérer aussi. Oui, ça c'est autre chose. Bon, alors, les foyers réels, on a vu ça. Le foyer fiscal, on en a parlé. Alors, est-ce qu'il existe, par exemple, dans l'immobilier, possibilité de défiscalisation? Alors oui, tout à fait. Avant, c'était beaucoup plus avantageux que maintenant, qu'actuellement, puisque vous aviez des dispositifs tels que les lois Cellier ou les lois Duflot. Ouais. Actuellement, la loi qui est la plus en vogue, c'est la loi Pinel. Oui. Et la loi Pinel, en fait, consiste... vous pouvez construire un bien neuf. Alors, c'est de la défiscalisation sur du neuf. Hein. Oui. Vous pouvez construire un bien neuf et le mettre en location sous certaines conditions, donc qui sont des conditions aussi assez rigides, il faut faire attention. Oui. Sur la surface en mètres carrés qui est mise à disposition et sur aussi parfois le montant du loyer. Et cette défiscalisation vous permet d'obtenir des réductions d'impôts considérables qui vont de 12% à 21%, en sachant que vous pouvez défiscaliser sur 6, 12 ou sur 9 ans. Il s'agit uniquement d'immobilier neuf? Alors, pour la loi Pinel, oui, c'est du neuf. Oui, c'est du neuf. C'est pas de l'ancien. Et la vieille maison qui est retapée? La vieille maison qui est retapée, il faut regarder les conditions. Alors ça, c'était plus une défiscalisation qui est ancienne. Oui, en général, on pouvait effectivement déduire les travaux sur l'ancien, mais maintenant, plus vraiment. Non. Alors, sauf si vous aviez déjà commencé la défiscalisation à l'époque et que vous continuez à en bénéficier encore aujourd'hui. Donc, il est préférable d'avoir du neuf que du vieux en matière immobilière. C'est-à-dire que, en tout cas, dans le cas de la loi Pinel, il faut faire attention. C'est pas du neuf où vous habitez, ce sera pas votre résidence principale, ce sera une résidence que vous destinez à la location. D'accord. Donc, en général, ça s'adresse d'ailleurs plus à des personnes qui ont des revenus quand même assez importants. Il ne faut pas se dire que soit, par exemple, je sais pas moi, si vous payez, on va prendre un exemple, 3 000 € d'impôts, il faut vérifier quel sera l'impact qui sera procuré par la loi Pinel. Parce qu'il faut savoir que pour pouvoir bénéficier de cette loi, vous ne pouvez investir qu'à hauteur de 300 000 €. D'accord. Mais si vous investissez 300 000 €, par exemple, la réduction d'impôt sur 6 ans peut être de 4 000 €. Donc, trop importante par rapport à ce que vous percevez. Donc, il faut toujours faire la simulation pour savoir si c'est intéressant ou pas pour vous. Et c'est là qu'intervient quelquefois l'expert comptable, incontournable. Qu'en est-il des dons? Les dons reçus. Les dons? Ouais. Alors, les dons... On fait cadeau d'une bague de, je sais pas moi, de 20 000 €. Une bague de 20 000 €, mais ça c'est pas un don, ça c'est un cadeau d'Annie. Ah, c'est pas pareil le don. Non, le cadeau, vous n'avez pas à le déclarer, donc vous pouvez faire un cadeau de 20 000 €, il n'y a pas de souci, ça je ne vais pas le déclarer. On peut transformer un don en cadeau alors, si je comprends. Non, mais en général, les dons, c'est ce que vous allez reverser, par exemple, à des associations. Bien sûr. Pas à moi, pour le cadeau. Ouais. Je ne vais pas déclarer les 20 000, mais voilà. Ouais, et en fait, il faut savoir que les dons qui sont déductibles, ce sont des dons qui ont été versés à des associations d'utilité publique, caritative par exemple. Voilà, ou à but non lucratif. Mais attention, ce n'est pas valable pour votre école de danse ou l'association que vous versez à l'école de danse de votre enfant ou autre. Hein. Non, c'est vraiment... L'association des chroniqueurs de ZCS. Non, il faut vérifier effectivement que l'association rentre dans le cadre éligible, en fait, d'éligibilité, donc reconnue d'utilité publique. Voilà, c'est ça. D'accord. Ok. Quelle est la différence entre réduction d'impôt et crédit d'impôt? Elle est capitale. Oui. Capitale parce que souvent on a pour habitude d'avoir un abus de langage. Quand on parle de réduction crédit, pour nous c'est la même chose, mais pourtant non. Une réduction d'impôt vous permettra effectivement, comme son nom l'indique, de réduire le montant de votre impôt. Oui. Mais sans pour autant bénéficier de l'excédent que vous pourriez avoir sur la réduction d'impôt. Tandis que le crédit d'impôt, c'est différent.
peut être restitué ou peut être utilisé au cours des années qui suivent en fait. Oui. Et vous pouvez le reporter, donc ça vous permet de ne pas avoir à payer forcément d'impôts les années qui suivent. Un exemple concret rapidement de... Par exemple le CICE, c'est le crédit d'impôt dont on allait parler, mais si vous avez ce type de crédit d'impôt, ça peut se reporter. Et vous en avez d'autres aussi qu'on n'a pas forcément encore abordé, c'est toute la partie sur les emplois à domicile. Ah oui. Donc dans certains cas, quand vous êtes en activité, quand vous travaillez et que vous embauchez par exemple une femme de ménage, vous bénéficiez d'un crédit d'impôt de 50% sur le montant que vous payez à cette femme de ménage. Attention, il faut qu'elle soit déclarée, sinon ça ne passe pas. Alors, voilà. Avant-dernière question, si malgré tous les efforts que vous avez fait depuis deux émissions de chronique, il y a encore des questions, qu'est-ce qu'on fait? S'il y a des questions, d'une part, vous vous rapprochez des experts comptables, et d'autre part, comme je le disais, il y a actuellement l'opération Allo Impôt qui est en cours. Oui. Et donc cette opération vous permet d'appeler un numéro vert qui est le 0800 06 08000. Voilà, 08000 65 432. Merci Danick. Merci. Donc opération qui est faite du 15 mai au 23 mai 2017, donc jusqu'à demain. Non, jusqu'à demain. On est le 23. On est déjà le 23. Hier, c'était le 22. Autant pour moi déjà, Danick. Bon, jusqu'à aujourd'hui, je suis désolée. Et ça permet d'avoir les informations qui proviennent des experts comptables, donc qui peuvent être en France ou même dans les DOM et qui pourront répondre à ces questions. Donc, en sachant qu'aujourd'hui, c'était le dernier jour au CWTC pour pouvoir recevoir physiquement des personnes, donc de 8h à 18h. Prochaine chronique. Je voulais parler du prélèvement à la source, mais Danick, vu comment tu es dépité, que tu ne voulais pas forcément qu'on puisse parler d'impôt sur revenu. Je préfère être dépité qu'être député. Je ne sais pas parler, tant qu'il court. 23 qui se présente être député. Bon, je pouvais être député. Mais enfin, alors, quand même, qu'est-ce qu'on doit... Alors, normalement, sur le prélèvement à la source. Mais bon, je verrai si... Il est officiel, il est finalement officiel. Alors, c'est justement ce que j'attendais. C'est pour ça que je ne voulais pas forcément aborder la question, puisqu'en fait, visiblement, le nouveau président n'est pas forcément pour le prélèvement à la source. Voilà. Est-ce que d'ici 2018, il parviendra à modifier la donne? Je ne sais pas. J'en suis pas forcément convaincue. Puisqu'il y a déjà toute la publicité qui est faite autour du prélèvement à la source. Donc je pense qu'on abordera cette question. Bien, Evelyne, on vous remercie. Il n'y a pas de souci, dans une quinzaine, avec autant de plaisir et avec... Un coup, c'est fini, c'est le dernier jour. Il est 13h48, on va recevoir Elisabeth tout à l'heure. Le dernier sujet, très rapidement. Oui, rapidement. Tous les danseuses, les tambouillés, les groupes de carnaval, les salséos, comme on dit, tout le monde est donc invité à venir à danser et chanter et aussi partager, puisque l'association ETI et la ville des Abîmes invitaient donc la population à une projection débat. La danse, instrument de résilience, avec le film La route de l'espoir, la terre, un seul pays, labellisé par l'UNESCO. C'est donc vendredi dernier à la salle Joseph Théodore des Abîmes. La marraine de l'événement était Léna Blou. On regarde ce reportage signé Michel Terrasse. Le mois des aïeux à la ville des Abîmes, donc l'association ETI, dont je suis la présidente, et qui possède donc un spectacle sous forme de film actuellement. Nous avons présenté La route de l'espoir, la terre, un seul pays, montrant la danse comme instrument de résilience. Donc nous avions Madame Léna Blou qui nous parlait de danse, nous avions aussi le sociologue Monsieur Broussillon, et donc nous montrer comment la danse a permis aussi, parmi notre histoire, la traite négrière nous a permis de survivre, et que jusqu'à présent, cette danse qui aussi psychologiquement nous aide à oublier, et donc montrer aussi aux enfants, quelle que soit la couleur, quelle que soit leur histoire, nous pouvons vivre notre vie. J'ai été invitée par Luce, qui est responsable de l'association ETI, comme nous Tétimoun. Mais à la fois, je découvre l'association, je ne vais pas mentir, mais c'est surtout le thème, parce que c'est le corps, espace de résilience. Donc, bien sûr, j'ai tout de suite dit oui. Et surtout, j'avais envie de voir le résultat du travail filmographique qui a été fait. Il y avait de la danse, et donc j'ai pu apprécier tout le travail qu'a fait le chorégraphe Jean-Claude Bardu, qui a été très bien
mené, surtout dans cette thématique qui est quand même pas toujours évident à traiter, qui relève de l'esclavage, de la souffrance. Et il a su traiter ça, comme je l'ai dit, avec beaucoup plus de finesse, un traitement artistique. On n'était pas obligé de voir les chaînes, les fouets, etc. Et surtout cette relation avec le théâtre. Et puis ce qui est intéressant, c'est que c'est surtout un outil pédagogique. C'est raconter l'histoire qui peut servir autant pour les enfants à l'école que pour une mamie, que pour un étranger. La municipalité des Abîmes remet aussi Madame Luce pour ce travail qu'elle a entrepris depuis un long moment. Et ce soir, vraiment, c'était une manifestation de haute facture. On se rend compte qu'à travers la danse, il y a une expression que l'on ne sait pas parce qu'on ne danse pas soi, mais ceux qui dansent vous expriment leurs émotions et vous disent ce qu'ils ressentent. C'est proche de la transe parce que ce sont des danseurs professionnels et amateurs qui étaient là. Nous avons eu des questions très intéressantes lors du débat. Donc un film suivi d'un débat, mais en réalité c'est une pièce de théâtre. Et je lui ai promis de recommencer avec elle ce travail-là, avec un public beaucoup plus nombreux, avec une plus grande communication, de façon à ce qu'un grand nombre de personnes puissent assister à ce film et participer au débat. Voilà, 13h51 et c'est l'heure déjà de partir en croisière et au tourisme avec Elisabeth. Bonjour. Bonjour Danick, bonjour à tous les téléspectateurs et auditeurs. Et aujourd'hui, on va voir le... Alors aujourd'hui, on va au Kenya. Générique, c'est parti. Alors, le Kenya, c'est un peu loin. Hein. Alors, le Kenya, c'est un petit peu loin, mais bon, ça fait partie des destinations un peu originales qu'on peut choisir pour l'été. Donc, c'est pour les gens qui aiment bien un petit peu l'aventure, hein, bien sûr, puisque... Et les safaris. Voilà, c'est très connu pour les safaris. Donc, pour rappeler un petit peu, donc, le Kenya, c'est en Afrique orientale. Donc, c'est vrai que c'est à peu près 8000 km de la métropole. Donc, pour nous, au départ de Pointe-à-Pitre, c'est un petit périple. Mais ça vaut le coup puisque c'est un pays vraiment très très riche en tout, en culture, en histoire, en paysage. Et donc c'est vraiment une belle destination que je vous invite à découvrir. Alors pour vous expliquer un petit peu ce qu'est le Kenya, donc en Afrique orientale, il est entouré donc des pays qui sont la Somalie, l'Éthiopie, le Soudan, l'Ouganda et la Tanzanie. Donc pour ceux qui connaissent la Tanzanie, qui est dans la continuité avec le Kilimandjaro. Donc voilà, c'est le Kenya, c'est la continuité. Et il est traversé donc par l'équateur et c'est un pays où on a les lacs, les savanes, les plages, la brousse et les déserts. Et les animaux voilà. Aussi. Donc c'est vrai que c'est un jungle. Voilà. Donc c'est un pays où vraiment on peut tout découvrir. La capitale donc c'est Nairobi. Et le mont culminant, c'est le mont Kenya qui est à 5200 mètres. Donc avec effectivement, comme un peu le Kilimandjaro, des neiges éternelles. Donc on peut admirer, c'est vraiment magnifique, ça vaut vraiment le détour. Donc le Kenya vit effectivement des réserves naturelles et du tourisme, mais aussi de ses réserves minérales et de l'agriculture. Donc c'est un pays qui est spécialisé dans le safari, on le sait, on a toujours entendu parler et on a de nombreuses compagnies qui le desservent au départ de Paris. Donc vous aviez Kenya Airlines, mais vous aviez aussi Air France, enfin vous avez du vol régulier, c'est environ 8 heures de vol, comme je le disais. Une fois sur place, nous ce qu'on vous propose c'est de découvrir les points essentiels. Donc on arrive à Nairobi, à l'aéroport de Nairobi, on vous prend en charge et on vous emmène sur la réserve de Masai Mara. C'est la réserve, voilà, c'est la réserve nationale la plus connue où vous allez effectivement découvrir des lions, des gazelles, enfin tous les animaux, effectivement des zèbres, des girafes, oui, enfin, il y a de tout. Vraiment, c'est et même des éléphants.
Voilà, et donc d'ailleurs, pour ceux qui connaissent un peu, on dit qu'on va voir les Big Five. Donc c'est le lion, le zèbre, les éléphants, enfin tous les rhinocéros entre autres. Et donc voilà, c'est vraiment, quand on va là, on revient avec des images plein les yeux. Donc l'attraction principale au Masai Mara, c'est la migration des gnous, puisqu'en fait les animaux par tribu, c'est assez impressionnant. En fin de saison, vont vers les lacs où il y a de l'eau. Et donc, c'est très impressionnant de voir ces migrations. Ensuite, on peut aller voir des lacs, notamment le lac Nakuru, qui est un lac très salé et autour duquel s'est développé beaucoup d'espèces d'oiseaux. Et pour les plus connus, on a les flamants roses, qui sont par millions. Hein. C'est très impressionnant et ça donne un spectacle assez magique. Donc ça aussi, c'est un incontournable. Et enfin, Mombasa, qui est la deuxième ville du Kenya et qui est une ville plus balnéaire. Donc là, on peut effectivement s'offrir un séjour en hôtel, club. Oui. Je ne l'ai pas dit, mais c'est l'océan Indien. Oui. Donc, c'est en bordure de l'océan Indien. Oui. Le Kenya, c'est en bordure de l'océan Indien. Voilà, l'océan Indien. Donc, on a des très belles plages de sable blanc et le spectacle aussi vaut le coup d'être vu. Alors, on peut aller camper ou en hôtel, c'est ça? Alors, effectivement, on a plusieurs façons d'être logé là-bas. Donc, vous avez soit des lodges. Alors, c'est en général du 3-4 étoiles. C'est de la qualité. Donc, pour ceux qui ont les budgets. Après, vous avez des camps aussi qui sont proposés pour ceux qui aiment un petit peu plus roots, comme on dit. Oui. Et puis, donc, le camping, la maison individuelle ou encore des camps de luxe aussi qui vous offrent un petit peu des choses naturelles, mais quand même en gardant un petit peu de... Voilà, et puis un petit peu de confort, comme on aime bien. Donc ça, c'est pour l'hébergement. Au niveau du safari, vous savez que pour faire un safari, il faut des véhicules. Donc c'est soit en minibus, soit en 4x4. Après, ça dépend de ce qu'on aime. Le minibus peut-être se coûte un petit peu moins. Oui. Et là, une fois qu'on est à bord de ces véhicules, donc on peut être jusqu'à 6. On peut faire des photos, on peut découvrir la vie de la savane et vivre autour des animaux. Donc c'est vraiment une expérience assez originale et je trouvais bien de vous la présenter aujourd'hui. Alors quand même, vous y allez, les préparatifs. Alors c'est vrai que c'est un voyage assez lourd, oui. En distance, c'est vrai que c'est pas du tout les mêmes coutumes, donc c'est vrai que c'est bien avant de faire un voyage comme celui-ci de s'intéresser un petit peu, par exemple pour ceux qui savent, le Kenya c'est 70 ethnies différentes, oui. Nous on en connaît une plus, c'est les Maasai. Voilà, c'est un peuple qui fait de l'élevage et qui est un peuple guerrier aussi, oui. Nomade, donc qui bouge aussi en fonction des saisons pour se mettre près des lacs. Donc c'est vrai que c'est intéressant de connaître les cultures et pour préparer ce voyage, c'est vrai qu'il faut prévoir des choses, donc bien organiser ses papiers, prévoir aussi les vaccins. Donc on avait parlé, là il y a le vaccin de la fièvre jaune qui est obligatoire. Il faut aussi prévenir un traitement contre le paludisme, ouais. C'est une réalité, donc il faut le dire aussi. Et puis il faut prévoir des bons anti-moustiques, mais vraiment pour les moustiques tropicaux, oui. Pas oui. Pour les moustiques, voilà. Ouais. Donc c'est des bons moustiques. Voilà, une assurance. Et bien sûr, on est sur du terrain, donc un bon équipement, des chaussures de marche quand même, et puis des jumelles, un appareil photo, parce que je pense que on peut pas ne pas immortaliser ce beau pays. Il fait chaud ou frais là-bas? Alors, il fait chaud en général. Donc la meilleure période, c'est de décembre à mars et ouais. Juillet-août. Avril, il faut éviter parce que c'est la saison des pluies. Mais sinon, c'est un climat tempéré. Alors, voilà. La langue, qu'est-ce qu'on parle là-bas? Alors,
Alors, on parle le Swahili, voilà, oui. Merci. Et l'anglais, bien sûr. Voilà, et l'anglais, dans les capitales, bien évidemment, c'est l'anglais. Après, la monnaie locale, c'est le shilling kényan. Et voilà, après, quand on est dans les villes, je ne l'ai pas dit, mais Nairobi, c'est une ville complètement moderne. Oui. Donc, ça, il n'y a aucun mal à faire des achats, à faire du change, enfin voilà. Mais quand on est dans la brousse, il faut être organisé. Alors, question pratique. Je viens à Riverintour et je veux aller au Kenya. Oui. Alors, nous, on vous propose un produit clé en main, c'est-à-dire au départ de Pointe-à-Pitre et prise en charge donc à l'aéroport de Charles de Gaulle. Paris. Voilà. Oui. Ensuite, vous faites un Charles de Gaulle Nairobi. Transfert tout de suite ou alors pause à Paris? Alors, à votre convenance. Si vous souhaitez passer une nuit, on le fait, ou une ou 2 nuits, on le fait, on s'adapte. Mais en tout cas, le package est complet au départ de Paris. Et une fois que vous arrivez au Kenya, on a des prestataires sur place, donc vous êtes pris en charge de A à Z. D'accord. Voilà. D'accord. Ok. Voilà. C'est un pays qu'il faut visiter. Absolument. Je pense au moins une fois dans sa vie. Ouais, c'est unique. On prend note à l'adresse, comme d'habitude. L'adresse, donc les 4 agences, Riverintour, Pointe-à-Pitre, Moule, Basse-Terre et Marie-Galante, au 05 90 91 72 10, www.zcl.tv et www.rivetour.com. Et j'ajoute que mardi prochain, vous ne serez pas là. Non. On vous retrouvera le vendredi en direct de Terre de Blues. Exactement. Je suis très impatiente. Pour une chronique particulière. On n'en dit pas encore le contenu, mais j'invite nos téléspectateurs à être avec Elisabeth et avec nous, comme d'habitude, vendredi, ce sera le 2 juin, je crois. Voilà. Tout à fait. Ben, écoutez, merci Elisabeth d'être venue. Je rappelle donc pour les gens qui nous prennent en cours, si vous avez tout raté, vous avez le www.zcl.tv ou la rediffusion ce soir ou demain matin, très tôt. Tout est en direct sur RHT et en plus, ce sera sur le site. Et puis, je rappelle cette conférence débat du 25 au 28 mai 2017, esclavage, révolution industrielle et apocalypse climatique. C'est au lycée Charles Coueffin à Trioncel et c'est vraiment intéressant. Et je vous conseille cet ouvrage des esclaves énergétiques, cet ouvrage qui est sorti il y a quelque temps mais qui fait autorité. Jean-François, bon voilà, on vous a tout dit. On vous retrouve demain à la même heure dans le ZCL. Réalisation Zébris. C'est fini.